Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec des indices qui se portent bien à l'exception du CAC 40. Regardez le Nasdaq qui inscrit encore un record, enfin un record de court terme on va dire. Le support des 19 950, 19 600 n'est absolument pas menacé, donc il n'y a aucune raison d'anticiper un retournement de tendance. Le SP500 c'est pareil, un peu faiblard on va dire, mais tant qu'on casse pas les 57,20, 56,74, eh bien aucune raison de privilégier la baisse de moyen terme plutôt que la hausse de moyen terme. Et le TF Monde qui représente les grosses capitalisations du monde développé, dans une situation comparable, aucune raison d'anticiper une fin de hausse tant que les 530, 525 tiennent. Je reviens à mon CAC 40 qui lui par contre a connu une séance très décevante. Pourquoi? Tout simplement parce que on a bien cru à un moment qu'on casserait cette résistance oblique. Là, ça a été le cas pendant une partie de la séance, mais finalement, piteusement, on revient à l'intérieur de la zone en dessous de l'oblique. Dans ce genre de situation, à titre personnel, je réajuste l'oblique comme ça. C'est une façon personnelle de faire. C'est pas obligatoire, mais à titre personnel, encore une fois, je le fais. Je vous montre pourquoi. Parce qu'au bout d'un moment, ça casse et on a le vrai goût, par exemple. Alors c'est pas un exemple excellent, mais bon, regardez quand même. Là, vous voyez, on avait un support, enfin, on avait une résistance oblique. On l'a passé en séance, puis là, ça a échoué. On peut la réajuster comme ça, jusqu'au moment. Regardez là aussi, on est passé au-dessus, puis finalement, ça n'a rien donné. Et on peut réajuster comme ça jusqu'au moment où eh bien, ça fonctionne. Moi, ça me dérange absolument pas de réajuster continuellement les zones des zones obliques. C'est ce que je fais d'ailleurs actuellement là, en faisant ça. Néanmoins, pendant que l'on a cette fausse cassure, il y a un scénario qui continue de gagner en crédibilité, c'est celui du diamant. Du coup, qui ressemble de plus en plus à un diamant, j'ai envie de dire, puisque au début, quand j'en ai parlé, ça ressemblait pas à grand chose, c'était quelque chose comme ça, mais là maintenant, ça commence à avoir un diamant qui ressemble à un diamant, quoi. Donc on verra. Et c'est toujours la même chose. Une fois qu'on aura décidé de clôturer et de casser pour de bon, eh bien l'objectif sera de prendre la hauteur du diamant, de la figure, de le reporter au-dessus du point de cassure. On verra. J'ai pas grand chose à vous dire, c'est terrible. Je suis en train d'épuiser toute ma boîte à outils d'astuces et compagnie, mais j'ai trouvé quelque chose, une question sur laquelle je vais pouvoir revenir et qui pourrait vous intéresser. Pareil, c'est issu des questions qui sont posées en dessous de la vidéo YouTube, donc dans les commentaires. Vous allez vraiment les regarder parce qu'il y a il y a des choses qui peuvent faire avancer votre réflexion. Alors là, c'est Damien qui me pose la question suivante. Ça date d'hier en fait, ça date pas d'aujourd'hui. Il dit voilà, bonjour Trado, je souhaiterais savoir si tu préconises d'éviter de trader avant un événement majeur comme l'élection présidentielle américaine. Par exemple, Benoît choisit de ne pas trader le jour des annonces des minutes de la Fed car il trouve le marché particulièrement imprévisible ce moment-là. Je suis conscient que cette approche peut être en décalage avec une vision de trading systématique, néanmoins il me semble pertinent de prendre en compte des événements majeurs comme l'élection présidentielle. Alors, je vais répondre sans répondre et je vais laisser chacun se faire son opinion. Faut-il trader pendant les news, les événements statistiques, les élections présidentielles, etc. Bref, pendant les moments où les marchés risquent d'être plus volatiles et plus explosifs, il faut-il mieux s'abstenir. Je vais répondre par une parabole. Vous savez, il y a une énorme, une immense, une très grande similarité entre le poker professionnel et le trading. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, il y a la manière dont on travaille quand on est un grand débutant ou quand on fait ça en amateur, et puis la manière dont on procède lorsqu'on gagne en expérience et qu'on devient professionnel. Vous savez, si vous regardez sur YouTube, c'est fascinant d'ailleurs, les parties de poker avec gros enjeux, donc avec des pots qui peuvent monter à centaines de milliers de dollars, millions de dollars. Vous allez voir comment procèdent les joueurs. Alors, je ne suis pas du tout un professionnel du poker, donc si vous l'êtes, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Mais en gros, vous allez voir que les joueurs pros, lorsqu'ils sont dans un tournoi, vont passer énormément de temps à passer. C'est-à-dire qu'ils vont regarder leurs deux cartes. Enfin, si on parle de Texas Hold'em, donc deux cartes ouvertes et puis le reste au milieu pour tout le monde pour être vu. Enfin bon, c'est un peu jargonneux, mais l'idée c'est qu'ils vont prendre d'abord leurs deux cartes.
Et puis, selon les deux premières cartes, ils vont tout de suite se coucher ou pas. La question pour eux, c'est de savoir si les deux cartes qu'ils ont en jeu justifient qu'ils participent à la partie, sachant que ça va monter très 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 vite et qu'ils savent déjà en fait par le jeu des statistiques si ces deux cartes qu'ils ont en main leur permettra éventuellement d'avoir une option pour gagner la partie, enfin le tour de table ou pas. Et clairement, je vais prendre un exemple encore une fois ridicule, mais s'ils ont par exemple un 7 et un roi, ils savent très très bien que les probabilités pour qu'ils gagnent cette main sont extrêmement faibles. À l'inverse, s'ils ont dans leur main deux as, je caricature encore, là il y a de fortes chances pour qu'ils puissent éventuellement concourir pour gagner cette partie, ce jeu-là. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas faire semblant, et dès qu'ils ont une mauvaise paire de cartes dans la main, tout de suite la plupart des joueurs vont folder, vont abandonner la partie et puis laisser sur la table la petite mise de départ qu'ils avaient mis pour avoir ces deux cartes. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est exactement pareil avec le trading. C'est-à-dire que prendre un trade alors que vous n'avez a priori aucune chance de gagner de l'argent en prenant ce trade-là, si vous devez compter uniquement sur la chance, parce que bon, vous pouvez très bien gagner avec un 7 et un roi, mais il faudrait que vous ayez énormément de chance pour que vous l'emportiez par rapport à quelqu'un qui lui aurait par exemple quelque chose de mieux, comme une paire d'as ou un as, un roi, etc. Et je disais, c'est exactement pareil pour le trading, parce que l'idée, c'est que vous savez quelles sont les probabilités normalement dans les configurations. Et partir sur un trade alors que les probabilités seraient contre vous, par exemple si vous êtes un suiveur de tendance, commencer un trade alors qu'on est dans une tendance baissière alors que vous pariez sur une tendance haussière, c'est faire le pari que comme par enchantement, le train alors même qu'il fonçait sur vous va s'arrêter et puis repartir dans l'autre sens. C'est pas comme ça que ça se passe généralement. Quand un train fonce sur vous, les probabilités pour que vous soyez écrasé comme une crêpe sont plus importantes plutôt que celles que le train ralentisse, s'arrête et puis vous épargne au dernier moment alors qu'il était lancé à pleine vitesse. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que je parle de trading ici. Vous savez, je vais prendre un exemple ici. Ok, alors on prend l'exemple ici de Benoît, hein, qui est un trader, qui est un scalper. Le truc, c'est que quand vous allez trader et que vous allez prendre une position, lorsque vous êtes scalper, vous allez aller chercher quelques petits points à la hausse ou quelques petits points à la baisse, ça dépend de ce que vous tradez, et vous allez avoir un stop serré. Là, encore une fois, je caricature, imaginons que vous décidez d'acheter ici, vous allez mettre votre stop de protection là, tout ça en unité 1 minute ou en tick, etc., etc. Et il y a de fortes probabilités que lorsque la statistique sorte, vous ayez une forte volatilité avant de finalement prendre une décision. Par exemple, ici, le sens de la hausse. Donc, si vous avez mis votre stop de protection ici, vous allez sauter. Ok, pareil, si vous avez mis votre stop là, pour une raison ou une autre, vous allez sauter parce que la volatilité est telle que vous allez sans doute être balayé par les portes de saloon lorsque la statistique va sortir et lorsqu'il va y avoir des réajustements. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas trader, mais le stop de protection doit être mis de telle manière que vous pouvez supporter la volatilité avant que le marché prenne une décision. Alors effectivement, quand on est un scalper, trader les news est dangereux à cause de cette volatilité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire non plus, mais là aussi il faut savoir ce que vous avez en main. C'est-à-dire que si vous achetez et que vous avez un stop de protection super serré ici, mais que vous êtes là uniquement pour grappiller quelques points et sortir, là éventuellement vous pouvez le faire parce que vous savez très très bien que si vous pariez sur une impulsion, qu'elle soit à la hausse, à la baisse, et que vous avez une probabilité importante que votre cible soit touchée avant votre stop de protection, vous pouvez le faire. Mais ça implique encore une fois que vous sachiez exactement à quoi vous jouez. Donc
Est-ce qu'on peut trader les news? Oui, on peut trader les news. On peut trader les news si on a un objectif qui est très réduit, qui va sans doute être touché avant que votre stop de protection soit touché, si vous êtes dans le bon sens. Ou au contraire, vous pouvez trader les news si vous avez un stop très très large de telle manière à pouvoir absorber la volatilité du début et éventuellement ensuite parier que vous avez été sur le bon sens. Mais vous ne pouvez pas faire quelque chose qui soit entre les deux. Ok, et c'est ça qui est important. Donc, à titre personnel, il m'arrive de trader les news, mais encore une fois, en sachant toujours exactement si je veux profiter de la première impulsion et puis sortir très très vite et sans demander mon reste, ou alors si j'absorbe la volatilité du début et des premières minutes, voire des premières heures, et puis derrière en faisant le pari que je suis dans le bon sens, donc avec un stop de protection large. Mais il n'y a pas, si vous voulez, d'interdiction ni d'obligation à trader les news. Ça va vraiment dépendre de votre style de trading. Et c'est un petit peu ce qui va se passer dans le trade que j'ai engagé devant vous il y a maintenant, enfin c'était la semaine dernière je crois, ou il y a 2 semaines. J'ai mis un stop de protection large. Ici, je suis rentré à peu près donc à 7543 exactement. Et j'ai mis un stop de protection très large. Pourquoi j'ai mis un stop de protection très large? Parce que j'accepte l'idée qu'à un moment et à un autre, il risque d'y avoir de la volatilité. J'accepte même qu'on vienne combler ce gap-là. Ok, mais avec l'espoir, bien sûr, qu'à terme, on montera et qu'on inscrira des plus hauts relatifs. Donc, j'accepte l'idée d'être soumis au résultat de l'élection présidentielle, par exemple, vous voyez, en mettant un stop de protection qui est large. Donc voilà, pour répondre à la question que posait Damien, j'ai pas de problème avec trader les news, les statistiques, etc. Mais il faut toujours savoir les cartes qu'on a en main, les statistiques qui sont pour que vous gagnez avec le trade que vous prenez. Et à partir de là, tout est possible. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, il n'y a rien, on est en période de latéralisation large, voire diamant, comme je l'ai dit. On verra ce qui va se passer. Si vous êtes haussier, vous pouvez parier comme moi, comme une sortie par le haut de la congestion. Si vous rentrez maintenant, vous avez un bon ratio gain-risque pour parier sur un retour sur les plus hauts ici. Stop de protection en dessous du support, en dessous du gap. Ici, vous avez un ratio gain-risque à 1,2, ça se tient. Si vous pensez au contraire que ça va décrocher pour une raison ou une autre des fraudes électorales aux États-Unis, aux suspicions, bref, vous le savez, le marché se fiche, que ce soit démocrate ou républicain, les deux fonctionnent sur les marchés. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est l'incertitude. Donc, imaginons une grosse catastrophe électorale américaine, par exemple. Vous avez un ratio gain-risque qui est à 1,3, ça se tient aussi. Vous voyez bien que là, j'ai pris un trade avec un stop de protection qui est large aussi pour tenir compte des variations qu'il pourrait avoir. Voilà, j'espère quand même que vous avez appris quelque chose. Regardez les vidéos YouTube sur les parties de poker professionnelles et vous allez voir ce dont je parle. Généralement, ça s'appelle high stake, donc à gros enjeux, poker, et vous allez voir, c'est plus facile de comprendre avec des exemples. Excellente journée, regardez l'or encore des records. Vous ne pouvez pas ne pas vous intéresser à ça. Je ne dis pas vous ne pouvez pas investir, mais au moins tenez compte de ce qui se passe. C'est intéressant ce qui se passe sur l'or actuellement avec les records. Excellente journée, à demain pour la mise à jour.